Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Jérôme Frouget. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va? Ça va, ça va. Moi ça va bien, vous êtes président du Codérom. C'est ça. Vous êtes aussi directeur général de Trois-Rivières de l'Ammonie, donc on va parler de rhum. Le Codérom, c'est quoi? C'est l'ensemble des producteurs de rhum, tous les producteurs de rhum? C'est ça, toutes les distilleries de Martinique. Combien il y en a? Il y en a 9. Ok, donc qui regroupe aussi des planteurs? Alors, nous travaillons la main dans la main, évidemment, avec les planteurs. Oui. Certaines des distilleries, comme ça vous a pas échappé, ont aussi des plantations de canne. Oui. Mais il y a la SICA qui s'occupe de cette partie-là. D'accord. Et il y a l'AOC aussi, présidée par Marc Sassier, qui elle s'occupe de l'AOC en particulier. Alors, on est en début d'année 2026, donc on fait les bilans et on va dresser des perspectives pour le rhum, qui est un produit d'exportation, un des produits d'exportation de la Martinique, un produit historique. Et alors, il m'est revenu en lisant la presse que les ventes avaient baissé. Donc voilà, je me suis dit, les rhummiers sont là, ils montent au créneau. Qu'est-ce qu'ils vont demander à l'État? On va voir après, mais peut-être que vous ne demandez rien, plutôt peut-être que vous demandez que les gens changent leurs habitudes. Les ventes ont baissé en France, donc qui est notre premier marché d'exportation. C'est ça. De 5,6%. Absolument. Enfin, Oui. ça dépend où on marque le curseur, parce que vous savez qu'au Covid, il y a eu une consommation assez importante de rhum, et pas seulement en Martinique. C'est vrai que depuis ce moment-là, on est dans une érosion chaque année de ce qu'on appelle les mises à la consommation en France. Donc en France hexagonale, bien évidemment, Oui. dans laquelle on a effectivement une baisse d'environ 5%, on va dire, Oui. cette année, mais cumulée 10% si on monte même jusqu'à 2020. Donc le repère pour vous, c'est le Covid, avant Covid quand même. C'est ça, La meilleure année, c'est avant c'était quand? La meilleure année, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 2021. 2021. 2021 ou 2022 même peut-être. Et alors Martinique aussi, en Martinique aussi? Alors Martinique, on est en recul un petit peu aussi, mais là il y a 1,8. peut-être d'autres raisons. Voilà, c'est ça, D'accord. exactement. Oui. On a un renouvellement de génération en Martinique. On est un département qui est quand même un peu âgé. On a des jeunes, on va y revenir peut-être tout à l'heure avec vous, qui ne sont pas toujours dans les mêmes consommations de la génération précédente, toute celle qui s'en va. Voilà, donc je pense que les deux marchés ne sont pas exactement situés sur les mêmes bases. Parlons du marché français hexagonal, qui est donc le marché d'exportation naturel. C'est ça. Okay, mais il y en a d'autres. Peut-être qu'on va parler des autres. Tout à fait. Et notamment du marché américain. Peut-être Bien aussi sûr. il y a l'Asie-Pacifique. Il y a des choses qui se passent là. Pourquoi donc? Quelles sont vos explications du coup pour la France? Alors sur la France, en fait, on a une tempête, on va dire depuis maintenant, on va dire au moins 2 ans, qui est une tempête qui touche tous les spiritueux et l'alcool en général. Oui. Vous avez certainement Faut figurer, tempête. Hein. Voilà, tempête évidemment figurée. C'est une tempête pas qui dure tempête dans de les bruit. verres. Oui. Mais on a vu effectivement que notamment un secteur qui est le secteur du vin souffre énormément. Oui. On a des difficultés financières importantes pour certains des acteurs en France hexagonale. Oui. Et on a, nous, de notre côté, pour ce qui est des spiritueux, un marché avec des spiritueux qui sont en baisse de 10-15%. Donc sur le marché hexagonal, on a vraiment, et c'est pas seulement d'ailleurs la France, pour être tout à fait honnête, d'autres pays voisins enregistrent aussi des reculs. Les gens veulent moins boire d'alcool. Alors, on leur dit donc consommer avec modération, donc ils sont dans une approche de bien-être où ils font beaucoup de sport et ils boivent moins d'alcool. Alors vous avez ça, mais je pense pas que ce soit, si on me demande moi, et c'est un peu intuitif parce qu'on n'a pas forcément des données aussi Et précises. vous n'avez pas fait d'études? Et macro. Alors on a des études, mais qui sont un peu plus, je dirais, un peu plus générales et qui sont soit par département, soit pour la filière en général, soit pour ce qu'on appelle les rhums des DOM, puisque nous en fait on est réunis autour d'une entité qui s'appelle le Cirté DOM et qui pour nous gère, je dirais, nos intérêts aussi vis-à-vis de l'État français. On a aussi de des l'Europe relais. aussi. Exactement. D'accord. Bon. Et en fait, si vous voulez, l'ensemble des rhums des DOM souffre à la hauteur de ce que vous avez mentionné. Et en fait, on se rend compte qu'il y a aussi, je pense, une frilosité de la part des ménages. Et ça vaut pour le coup à la fois dans l'Hexagone, mais aussi en Martinique, qui se disent, est-ce que c'est vraiment un achat vital? D'accord. Donc, si on peut le dire, et vous vous souvenez des événements de l'année dernière, est-ce que je préfère acheter, j'allais dire, 1 kilo de steak, je schématise bien évidemment, ou acheter une bouteille de rhum. Pour oublier que je ne peux pas acheter la bouteille. Pour oublier que je ne peux pas acheter le steak. Non, mais alors, comment dire, les ventes baissent. Les ventes baissent en volume et en chiffre d'affaires, parce que vos chiffres d'affaires pourraient se maintenir. Ils se maintiennent ou ils augmentent? Alors, le chiffre d'affaires, en fait, on suit un peu la même trajectoire, mais dans des proportions un petit peu plus faibles. D'accord. L'augmentation que perçoit en tout cas, et là je reviens sur la Martinique, le Martiniquais, c'est vos produits augmentent en permanence. Oui. C'est vrai qu'ils augmentent un tout petit peu, mais à la faveur ou à la défaveur aussi de l'augmentation de la fiscalité, puisqu'on a des vignettes de sécurité sociale, ou ce qu'on appelle les accises, qui sont des droits de consommation, qui évoluent d'une année sur l'autre. Oui. Mais théoriquement, nous, en tout cas, en tant que distillerie, nous n'augmentons pas nos prix, particulièrement depuis les dernières années. Et pour la Martinique, quels sont les éléments explicatifs, du coup? Alors, je pense que pour la Martinique, il y a beaucoup... Même si c'est moindre, hein, c'est 1,8. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a un équilibre plus fort, certainement, entre ces deux facteurs. Et il y a certainement d'autres facteurs. Oui. Mais très honnêtement, entre ce problème de pouvoir d'achat,
le problème de tous les ménages qui sont confrontés à une inflation et à des choix, et aussi cette génération nouvelle, je schématise nouvelle, mais comme vous l'avez dit, ce renouveau du bien-être, en tout cas cette volonté de vivre plus sainement, des gens l'interprètent comme, du coup, il faut que j'arrête de boire de l'alcool. Oui, et évidemment, puis bon, la population vieillit. Dans la population qui vieillit, vous avez les hommes et des femmes. J'imagine que la consommation par les femmes est moindre que par les hommes de rhum. Oui, de rhum. Tout à fait. Et les jeunes, parlons un moment des jeunes, parlons un instant des jeunes. Les jeunes, alors... Les jeunes, moi je me réfère à des clips de rap notamment, ou bien même des chansons. Les jeunes font la promotion d'autres alcools. Aussi. Vous avez aussi cet effet-là. Oui. Est-ce que vous n'avez pas un problème d'image aussi pour rendre ça plus un peu moderne? Est-ce que c'est pas finalement, c'est la boisson du grand-père? Oui, alors... Et puis attacher une histoire aussi. Oui, absolument. Alors il y a le facteur historique, il y a le facteur culturel. On a encore des gens qui considèrent que la canne est trop liée à l'histoire et à l'histoire douloureuse, effectivement, l'esclavage. On a des métiers dans la canne qui sont notamment pénibles. On a certaines tâches qui sont très pénibles. Même si beaucoup est mécanisé aujourd'hui, tout ne peut pas être fait, notamment parce qu'on a beaucoup d'herbes dans les champs et qu'on doit désherber. Mais pour en revenir effectivement à l'image, on peut toujours travailler sur notre image. On peut toujours travailler sur notre image, mais on est quand même un marché relativement niche et relativement orphelin. Orphelin pour la canne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche dans le monde. Et en tout cas, elle est concentrée sur certains pays. Et on a un centre de recherche, mais qui n'a pas forcément tous les moyens. Le CTCS, qu'aurait le blé ou je dirais le maïs, ou d'autres céréales, par exemple, beaucoup plus importantes, ou d'autres cultures plus importantes que nous. Mais sans dire que la canne n'est pas importante du tout, mais on a quand même ce handicap-là. On a aussi le fait que, même si on travaille sur notre image, on ne peut pas empêcher certaines parties de la population de regarder ailleurs. Et vous l'avez cité tout à l'heure, les États-Unis, et notamment la mode du rap, a amené une consommation importante aussi d'un autre alcool, et on ne va pas se leurrer, c'est évidemment le cognac, parce que ça a été à la suite de tous les mouvements qu'on a vus aux États-Unis, où on voyait beaucoup de clips, beaucoup de... Quels arguments? Parce que je regarde, il y a les grands acteurs du secteur, vous êtes, enfin Martinique c'est tout petit, les grands acteurs du secteur, ils sont américains, Demerara, Bacardi, américains, Diageo, je suppose que c'est comme ça que ça se dit, Royaume-Uni, donc j'imagine que les masses sont, ou les moyens... Quels sont vos arguments? Alors il y a l'AOC. Oui. Mais bon, pour le grand public, je ne sais pas, les AOC, peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est quoi finalement nos ressorts? Vos ressorts, vos moyens? Nos ressorts, c'est de continuer à faire de la qualité. Je pense que quand on fait que 3%, et là je parle de la totalité des rhums agricoles dans le monde, environ 3 à 5%, bon an, mal an, du rhum total mondial, ça veut dire donc que 95 à 97% du rhum est fabriqué avec de la mélasse, et c'est du rhum entre des acteurs que vous avez mentionné. C'est vrai qu'on est un petit peu David et Goliath. C'est un peu David et Goliath. Pour autant, la bataille, si bataille il y a, n'est pas perdue du tout. Nous, on considère qu'on ne court pas dans la même cour, enfin dans la même catégorie plus exactement, puisque justement, en fait, ces rhums dont on a parlé sont soit des rhums très marqués, soit des rhums qui sont, eux, consommés très différemment. Donc, je vous donne un exemple. On a la culture, et béni soit-elle ici, du type punch. Mais si on retranspose et qu'on regarde comment le rhum se consomme dans le monde entier, il y a des rhums coca, il y a des cocktails très, très compliqués, alors que nous, on essaie de revenir à la qualité du rhum lui-même. Mais à la qualité de notre rhum, qui a plus d'arômes, qui a un panel et une gamme aromatique beaucoup plus forte dans le rhum agricole que dans le rhum de sucre. Donc, on veut jouer sur ça. On pense que même s'il faut qu'on ait une masse critique au niveau production, il faut aussi qu'on cultive les excellentes cuvées qu'on a faites, avec là aussi les progrès qui ont été faits et qui sont fabuleux, et qu'on continue à vendre aussi l'image de la Martinique. Moi, je crois très fort à ça. Est-ce que, alors, on parlait de la France, l'Hexagone, qui était le marché naturel, historique. Bon, vous développez, certains se développent à l'international, notamment aux États-Unis. Il y a cette histoire de droit de douane par M. Trump. Vous êtes victime de cela? Alors oui. Sur les spiritueux et les vins français? Tout à fait. Alors certains de nos adhérents et donc quelques distilleries en Martinique exportent vers les États-Unis. Effectivement, ils sont touchés par ces soucis de droit de douane qu'ils prennent et que nous prenons très au sérieux. Pour autant, c'est une proportion... C'est une proportion, les exportations aux États-Unis, qui est assez faible. Voilà, est-ce que précisément, je lisais qu'il y avait une tendance, alors tout se déporte vers l'Asie-Pacifique,
il y a un intérêt peut-être pour les alcools là. Est-ce que, même si c'est loin, ça paraît loin, est-ce qu'il y a des perspectives d'export, les Japonais par exemple, qui peuvent être intéressés par notre musique et nos alcools? Absolument. Certaines choses s'exportent au Japon. Alors vous avez tout à fait raison, et ce qu'on cherche c'est ça, c'est pas forcément être présent dans tous les supermarchés du monde, mais c'est être présent en tout cas chez les cavistes, chez les connaisseurs, dans les restaurants, dans les épiceries fines du monde entier. Vous avez cité le Japon qui est un marché dans lequel il y a énormément de connaisseurs. Pour ceux qui nous écoutent, et vous sans doute aussi, les whiskies japonais et les gins ont depuis longtemps fait leurs preuves et séduisent un public très très raffiné, j'allais dire, au niveau de son goût et de ses exigences. Et là, effectivement, on a aussi quelques ventes. Mais ce n'est pas des ventes de masse. Oui, mais ce n'est pas de la masse, mais c'est des ventes en termes de volume, de chiffre d'affaires qui peuvent être intéressantes. Qui sont intéressantes, absolument. Comment vous faites avec l'idée et la notion de pesticides? On a vu que la canne, c'est compliqué. Il y a des pesticides qui sont interdits. Comment vous en sentez? Il y a des gens qui font l'effort de faire du rhum bio. Qu'est-ce qu'on utilise comme pesticide d'ailleurs dans la canne? Alors nous, on a encore recours à un produit qui s'appelle l'Azulox. C'est vrai qu'autrefois, il y avait d'autres produits qui étaient beaucoup plus nombreux et surtout plus efficaces. Parce que sans faire du tout le procès des autorités qui viennent, vous savez, les consignes viennent en priorité de l'Europe et ensuite elles sont transcrites dans le droit national. Nous, on a très sagement en Martinique et dans la filière canne sucre rhum appliqué bien évidemment ces consignes. Donc on peut que s'en réjouir. C'est vrai qu'on est content de pouvoir dire qu'a priori, on met moins, pardonnez-moi, mais de cochonneries dans le sol. Parce qu'on en a mis beaucoup avec le chlordécone notamment. Exactement, et tout le monde est un peu traumatisé par ça. Donc là, je pense que tout le monde était d'accord sur le mouvement. Ce qu'on regrette en revanche, c'est qu'on n'a pas de solution de rechange. On n'a pas de solution de remplacement. Donc ce qu'on voit, nous, c'est que nos rendements baissent d'une fois sur l'autre, enfin d'une année sur l'autre, et que l'enherbement crée un réel problème économique et de main-d'œuvre. D'ailleurs, les deux sont liés, parce que, comme vous le savez sans doute, ça demande en fait des tâches, les tâches correspondantes demandent beaucoup de main-d'œuvre, et on ne sait pas les prévoir de façon très très précise. On a vraiment besoin de recours, notamment à la main-d'œuvre étrangère, et pour ça, on marche la main dans la main ensemble, et aussi on demande un effort, et on a eu des aides localement, mais ça n'est jamais suffisant, parce que les métiers de l'agriculture et de la canne en général ont aussi un déficit d'image important. Mais vous avez du poséi. On a le poséi, tout à fait, on a un petit peu de poséi, mais qui là aussi, et c'est bien que vous parliez des menaces, on a eu une menace très forte récemment, et qui n'est pas terminée, parce que nous, on consière que les secousses qui viennent annoncent peut-être, et on l'espère pas, mais... Il y a une réforme du poséi. Un autre tremblement, c'est qu'effectivement, l'Europe a décidé peut-être de se défaire de certaines de ses aides, en tout cas de ne plus les gérer, elle, et de les renationaliser. Vous savez, effectivement, et ce passage vers Paris, par exemple, pour nous concernant, nous inquiète, parce qu'on a un État... Donc peut-être on que a un cet État qui a besoin de sous, et ça pourrait être une variable d'ajustement. Et peut-être pour d'autres filières, d'ailleurs, de la diversification. Alors, sur les autres filières, moi, je suis et ce sera le mot de la fin. Oui. Sur la filière, je pense qu'il faut effectivement privilégier pas toutes les filières, mais vraiment calculer quelle filière on peut soutenir. C'est très important que vous parlez de filière, que tous les efforts qu'on fasse en matière agricole, et là, je ne veux pas parler à la place de notre directeur de la Chambre d'agriculture, par exemple, mais soient faits en filière. Parce que si on a des initiatives qui sont sporadiques ou qui ne sont pas orchestrées et qu'on ne prend pas le temps d'organiser et de structurer tout ça, on n'aura pas forcément beaucoup de succès. Juste pour conclure, un mot, parce qu'on a déjà dépassé, Jérôme Frouget, donc le maître mot pour vous en 2026, pour un petit peu inverser la tendance, ce serait quoi? Le maître mot, c'est se spécialiser, faire le dos rond, parce que là, on est dans une période un peu compliquée au niveau du marché. Mais vous savez, j'ai fort confiance que les marchés, un jour, se retournent. Alors, ça ne sera peut-être pas exactement dans les mêmes proportions, mais encore une fois, on cherche à faire de la qualité et un peu moins de quantité éventuellement. Merci, Jérôme Frouget, président du Codérom. Merci beaucoup. À vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.